Bienvenue sur DMG TV. Tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer ta demande, tu nous racontes ton histoire en direct. Ici, c'est uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Histoire mystique, tu vas monter nous raconter ton histoire en direct sans mentionner les noms des gens, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir. Oh, ça fait longtemps. Week-end. N'est-ce pas? Ah ah. Oh là là là, les affaires reprennent. Oui. Ah ouais. Moi, mon histoire n'est pas une très longue histoire. C'est juste une petite histoire pas très très longue. Donc c'est... à force de vouloir garder les personnes, faire entrer des gens chez eux, et sous prétexte qu'on veut rendre service, à un moment donné, on ne sait pas qui est-ce qu'on reçoit chez soi. C'est une dame qui est ici en Europe, en France, devant une église, demandait de l'aide qu'elle n'avait pas où habiter. Et j'ai une petite cousine qui a dit, bon ben ok, moi je te prends. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et puis voilà. Et la dame a dit, oh je ne pourrais pas rester plus de 3 jours. Et puis voilà, c'est comme ça. Et elle a amené chez elle le premier jour, le deuxième jour. La dame a commencé à se plaindre de mal dormir. Que la maison n'est pas bien pour elle. Il y a une dame qui vient la déranger toute la nuit. Quand elle voudrait ne serait-ce que bien dormir, il y a une dame qui vient la déranger. Ma cousine dit, mais je ne connais pas de dame qui peut déranger chez moi. Chez moi, on dort bien, on est tranquille. Il n'y a rien qui puisse se passer ici. Et la dame dit, mais non, chez toi, il y a quelque chose. Il y a cette dame qui vient m'empêcher de dormir. Je ne sais pas, je pense que je ne vais pas pouvoir rester chez toi. Ma cousine dit, mais si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème, mais où est-ce que tu vas pouvoir aller? Tu vas pouvoir aller où? Elle dit, mais j'irai n'importe où, quitte à dormir dehors, mais pas ici. À moins que tu enlèves cette dame qui est au chevet de mon lit, cette dame m'empêche de dormir. Ouais. Au chevet de ma cousine, presque dans toutes ses chambres, il y avait tout simplement l'image de la Vierge Marie. Tout simplement. Il n'y avait pas d'autre. Et cette dame ne voulait plus rester dans cette maison, à moins que ma cousine enlève les maris qui sont chez elle. Elle dit, mais tu m'as trouvé chez moi avec mon image de Marie sous les cheveux et la croix sous les cheveux, je ne peux pas enlever. Vaut mieux que tu partes. Et la femme, comme ça, a décidé de partir. C'était en plein hiver. Ma cousine avait tellement mal au cœur qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais sa voisine lui a dit, mais écoute, laisse partir cette femme. Laisse-la partir parce que ce qu'elle t'a cherché, parce que devant l'église, au perron de l'église, elle demande de... Mais il y avait du monde à gauche, à droite. Ce n'est qu'à toi qu'elle a demandé de l'aide. Mais avec ton bon cœur, tu l'as pris. Arrivé chez toi, elle t'exige d'enlever ce qu'il y a chez toi. Donc, cette dame est partie comme ça. Parce qu'elle a eu peur de l'image de Marie qui était au chevet de la chambre où il dormait. Donc, c'est ça que je voudrais juste donner un conseil, parce que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ça fait peut-être 1 mois et demi. Parce qu'il commençait à faire déjà un peu froid vers le nord, parce que c'est vers le nord de la France là-bas. Parce que là, nous sommes déjà, on va déjà vers le printemps et il fait froid. Et cette dame, en ce moment, on ne sait pas où elle est partie. Elle a juste fui l'image. Mais voilà, que les gens fassent attention à qui ils reçoivent. Parce qu'avec le bon cœur, avec tout ce qu'on a, on veut toujours rendre service. Mais on ne sait pas qui vient vers vous et dans quelle intention.
C'est tout ce que je voulais dire. C'était juste une petite histoire pour essayer de conseiller aux gens que c'est bien beau d'aider les gens, mais faites très attention à qui vous recevez chez vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, abonnez-vous massivement. Notre DMG est là. Bonne soirée à tous. Dans les commentaires, merci. Allô, bonsoir. Ton micro est bloqué. Voilà, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est bon là. Oui, c'est bon là. Ça fait longtemps, hein, franchement. Ça nous a manqué des histoires. Je dis quand même. D'accord. Je viens pour rencontrer deux histoires. D'accord? C'est pour édifier et aussi pour conseiller. La première des histoires, c'est celle que personnellement j'ai vue. Et de préférence, je vais taire les noms des personnes parce qu'elles sont toujours en vie et j'ai pas envie de causer de dommages à qui que ce soit. Donc, je suis dans un domaine de l'audiovisuel et dans ce domaine-là, je fais plusieurs projets. J'ai des amis avec lesquels on a monté une structure. Mais depuis un temps, on était là en train de cogner des portes par-ci par-là, ici en Guinée équatoriale, d'accord? Et voilà, donc on était là, ça n'allait pas, sincèrement. Et du jour au lendemain, il y a un monsieur vraiment influent, vraiment pas des moindres, c'est une personne qu'on connaît, et ici en Guinée équatoriale, dans le paysage politique et tout. Et nous sommes partis vers cette personne. En allant là-bas, nous sommes partis lui présenter un projet dans lequel on voudrait ouvrir une structure médiatique et tout ça. Et le monsieur nous a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je vous reçois et truc. On a pris rendez-vous avec lui, on est parti le trouver chez lui, dans sa maison. On a remis le projet, on a parlé avec lui facilement, bien. Et suite à la remise du projet, il a commencé à nous poser des questions bizarres. Comme tel, combien de parents avez-vous dans chacune de vos familles respectives? Qu'est-ce que vous êtes prêt à fournir ou à donner ou à sacrifier pour voir tout cela? Bien, bon, comme c'était un entretien, bon, pour nous c'était normal. On pensait qu'il voulait nous connaître de façon particulière afin de nous octroyer le projet et tout le reste. On a commencé à lui répondre. Lorsqu'on a fini l'entretien, il a dit « Ok, il n'y a pas de souci, il y a quelqu'un qui prendra tâche avec vous et d'ici là, il va vous répondre. » Nous avons dit « Ok. » Nous sommes partis chez nous, mon ami et moi. On a passé une semaine, rien, personne ne nous a contactés, personne ne nous a rien dit. 2 semaines, la même chose. À la 3e semaine, on voulait déjà même relancer le monsieur en l'appelant et il n'était pas là, il était en déplacement. Rien ne passait. Bon, on s'est dit, bon, comme le gars, il a dit qu'il va nous contacter, certainement c'est une personne importante, il a voyagé. À son retour, il essaiera de nous joindre. DMG, je t'assure que le gars et moi, au même instant, on a reçu le même songe. Dans le songe, on nous était en train de dormir. On voit une dame qui vient, elle s'appelait la Dame du Ciel. Et elle avait un aspect assez bizarre, elle avait les cheveux dorés, les cheveux en or, le visage était de diamant, la poitrine était d'argent et les pieds avaient des cristaux, comme c'était des matières assez importantes, précieuses. Et la dame s'est présentée comme étant la Dame du Ciel. Elle nous a dit ceci. Quelle est la Dame du Ciel? C'est elle qui est en charge de donner la prospérité, le pouvoir, tant sur le plan politique, dans le cinéma, dans tous les domaines, dans la santé, partout. Que rien de ce qui peut être élite dans le monde, en particulier en Afrique, ne peut s'y faire si elle n'est pas avec vous. Je suis resté passé, j'ai dit, et quel est le rapport? Pourquoi venez-vous spécifiquement vers nous? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour que vous veniez? Et je ne sais pas, comment est-ce que le contact, le lien se passait? Ben, c'est là la dame nous dit, mais n'êtes-vous pas parti voir un monsieur au travers duquel vous avez demandé de l'aide pour qu'il finance un projet? Je dis oui. Il dit, voici, j'ai le projet ici. Il vous suffit d'accepter, eh bien, tout ce dont vous voulez, vous aurez. Je suis resté surpris, j'étais là en train de trembler et j'ai dit, je sais pas, sincèrement. Elle me dit, non, je ne te presse pas, réfléchis. C'est d'où j'ai dit, non, j'ai pas besoin de réfléchir parce que moi, c'est pas ce genre d'aide que j'ai demandé, c'est pas ce genre de choses que j'ai souhaité.
Je suis parti voir ce monsieur parce que je pensais qu'il pouvait m'aider. Elle me dit, ce monsieur ne peut pas vous aider. Ce qu'il a fait, c'est de vous mettre en contact avec moi parce que c'est moi qui suis derrière tout ce qu'il a. Et voilà, donc ça ne sert à rien d'aller bavarder ou raconter tout ça parce que nous sommes influents, nous pouvons faire de telle ou telle chose. Je me suis réveillé d'MG. Et je ne savais pas. Au même instant, je ne savais pas comment réagir. J'appelle mon ami, je lui dis, mais attends, voici, j'ai envie de te voir parce que je ne voulais pas parler de ça au téléphone. Voici ce dont je viens de vivre, voici ce dont je viens de voir dans les songes. Au même instant, le gars me raconte la même chose. Qu'il a vu la même dame avec la même apparence et il lui a demandé la même chose. Et nous nous sommes racontés, on a dit ok, on va aller voir le monsieur. Et subitement, avant d'aller, on a consulté nos parents et trucs et tout. Ils nous ont demandé de laisser tomber cette histoire. Ça ne sert à rien d'aller voir le monsieur parce qu'à la suite, eh bien, on a refusé les conditions. Et si nous allions pour essayer de lui parler ou lui confronter, il peut nous faire des choses vu qu'il est puissant et influent. Donc, à partir de là, on a laissé tomber cette histoire et ça nous a permis de comprendre plusieurs choses dans ce milieu dans lequel nous sommes, que désormais, n'enviez pas les gens que vous voyez dehors, affluents, puissants, avec, on va dire, comme une force économique ou politique. Parce qu'il y a certains domaines où pour arriver à un certain stade ou niveau, il y a des entités qui sont derrière la propulsion de ces personnes-là, qui les font asseoir et qui leur donnent tout ce qu'ils ont. Donc pour nous, ça nous a permis aujourd'hui de nous centrer petit à petit, de commencer à faire notre chemin et surtout de savoir désormais comment s'asseoir et comment faire les pas. Donc la conscience dans cette histoire, c'est que, comment dirais-je, suffisons-nous de ce que nous avons, premièrement, et surtout faisons avec ce que nous avons, n'envions pas. Parfois, ne cherchons pas de l'aide auprès des personnes que nous pensons être mieux que nous économiquement ou encore dans tous les domaines du sens. Faisons avec ce que nous avons et contentons-nous de ce que nous avons pour ne pas entrer dans des choses que demain nous allons regretter. Donc ça, c'est la première histoire que je voulais rencontrer. La deuxième, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Et personnellement, c'est aussi là une autre occasion pour enseigner ou édifier encore. Donc, c'était dans ma famille, cela s'est passé à Libreville, avant que je ne vienne en Guinée équatoriale. Et auprès de ma famille, ma maman, avant qu'elle ne décède, donc elle avait accouché. Pendant qu'elle accouche, comme il est de coutume en Afrique, lorsque la femme accouche, il y a des sœurs qui viennent, il y a des parents qui viennent, ils viennent voir la maman pour lui faire de l'eau chaude, pour la soutenir, pour l'empêcher aussi de préparer pour ces choses-là. Et voilà, donc nous on était à la maison, il y a des tantes qui sont venues, tant côté maternel, les amis, les mamans et tout ça, elles sont arrivées, on nous a quasiment saturé la maison, on était plein là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on était énervés parce que, tu sais, il y a des gens qui viennent à la maison. Lorsque ces gens viennent à la maison, ils commencent à occuper vos chambres, on vous déplace des chambres, on vous met au salon. Donc, ça nous a révoltés, tu vois. Et voilà, on a laissé tomber. Et dans ça, il y a une des dames qui est venue, je ne vais pas citer son nom, mais je peux vous dire juste que c'était une familière à nous, du côté maternel de maman. Donc, elle est venue avec une de mes grandes sœurs. Sont arrivées là-bas. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à prendre soin des mamans, s'occuper d'elles, le masser le ventre. Parce que chez nous ici, je ne sais pas si chez vous dans d'autres cultures c'est comme ça, mais quand la femme vient d'accoucher, on lui fait le massage de chaud pour lui masser le ventre. Et pendant qu'elle lui faisait le massage, il y avait des paroles qu'elle prononçait, il y avait des choses qu'elle disait. Et bon, comme je sais pas, moi il y a des choses que depuis jeune j'ai commencé à remarquer, observer. Moi ça ne me plaisait pas parce qu'il y a des paroles qu'elle prononçait. À chaque fois qu'elle prenait l'enfant, elle soulevait l'enfant, il y avait toujours des paroles qu'elle prononçait comme pour dire toi tu es notre marque, toi tu nous appartiens, toi tu es celle qui va venir rehausser la famille. Donc plein de ces choses. Et bien moi je laissais toujours passer, je ne disais rien. Et subitement, depuis 2 semaines après la naissance, les tantes, la majorité sont parties, il ne restait que 2. Une tante à moi avec une de mes grandes sœurs. Elles sont restées 2 dans la maison pour accompagner maman dans ses tâches. Et chaque soir, on avait commencé à observer un phénomène. Les ampoules dans la maison s'égrillaient, il y avait des pannes, le courant, le disjoncteur commençait à disjoncter seul, et les choses commençaient à disparaître, il y avait des souris, des cafards qui commençaient à apparaître. Et bon, on a commencé à observer des petits phénomènes de ce type-là, bizarrement. Et bon, ma maman, ça ne lui disait rien parce qu'elle venait d'accoucher. Elle ne prenait pas le temps ces détails-là. Mais nous qui étions à la maison, nous vivions cela.
Subitement, imagine-toi, un soir, nous sommes à la maison s'est remplie de fourmis comme ça. Tout entière, des millions de fourmis commencent à venir dans la maison. On est là, on prend l'insecticide, on allume, on prend le pétrole pour tuer. Comme ça. Si c'est des cafards, c'est des cafards qui arrivent. Si c'est des souris, je t'assure, c'était des choses vraiment hallucinantes que nous vivions. Mais cela, c'est pas grave. On appelait des pasteurs, on appelait des prêtres, ils venaient, ils priaient. Et à un moment, ça se calmait, mais au fur et à mesure, ça se produisait comme ça à la longue. Et subitement, le soir de trop, qu'est-ce qui arrive? Nous étions là. Oui, Voilà. David. Ouais. Ouais, j'étais interrompu, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Subitement, il y a eu une coupure, des choses bizarres et trucs et tout, mais bon, ça s'est rétabli. Donc, par rapport à ça, donc, pour poursuivre, ok, je vais essayer de faire maintenant court. Donc, au suite de tous ces phénomènes-là, il y a surtout c'est quelque chose que j'avais observé, ça m'est revenu. Donc, c'était du fait du genre que, à un moment, lorsque maman allait faire des achats, d'accord, lorsqu'elle venait à la maison, il y a, comment dirais-je, il y a le congélateur qui se grillait, il y avait la télévision qui se grillait, les appareils électrodomestiques, le frigo, comme je t'ai dit là, le disjoncteur, toutes ces choses-là disjonctaient à la maison. Et au vu de tous ces phénomènes, eh bien, on avait commencé à appeler les pasteurs, ils venaient prier, mais les choses n'allaient toujours pas. Et moi, j'étais là, j'observais, parce que moi, je suis un gars, j'aime prendre le temps d'observer tout ce qui se passe aux alentours avant de pouvoir réagir. Et sincèrement, ça ne me disait rien. Mais, comme je t'ai dit, il y avait une nuit, cette nuit fatidique, là, pendant laquelle on dormait au salon, et je voulais me lever pour aller au salon, pour aller à la douche. Il faisait minuit, je me rappelle bien, parce que les aiguilles de notre monde sont fluorescentes. Lorsqu'il fait noir, tu peux voir l'heure même dans la nuit. Et cette nuit-là, il faisait minuit lorsque je voulais me lever pour aller à la douche. Je me rends compte que il fait minuit, mais la maison était déjà complètement dans le noir. Mais pas d'un noir dans lequel tu vois des ombres, non, c'était un noir vraiment sombre, vraiment pur. Et la seule chose que je pouvais voir, c'était les aiguilles de cette montre-là. Et je voulais aller à la douche, j'ai ressenti comme ce sentiment qui me disait non, ne va pas, dors. Il y a une force qui me disait dors, dors, dors. Et je me suis rendormi. Pendant que je dors, je me vois être en train de me lever dans un endroit. Dans cet endroit, il y avait plein de fumée, on peut dire fumée au sol comme ça, tout ça. C'était noir. C'était un endroit vraiment espacé, il n'y avait rien. C'était noir, tout noir. Et j'étais allongé dans cet endroit. Avant de me lever, je lève la tête, je vois devant moi, il y avait un monsieur. Il avait une longue robe blanche, il avait une lumière blanche sur lui et il avait 2 grands ailes. Et ce monsieur m'a fixé tout droit dans les yeux. En me fixant, je regarde le type, je dis, je suis où? C'est d'où je me suis levé. En me levant, je regarde le même monsieur. Il me regarde, je le regarde, on se fixe. Et subitement, j'entends des pleurs. Il y avait des pleurs d'un enfant. Et quand je regarde pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est d'où je vois l'enfant. L'enfant, c'était qui? La petite sœur, la dernière que ma maman avait accouchée. Elle est en train de flotter dans les airs et elle est en train de pleurer. Et je regarde, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, je revois le même monsieur, celui en me regardant, il me pointe du doigt, il pointe le doigt vers moi et ensuite il le dirige vers la droite dans une autre direction. Et quand je regarde vers où le monsieur la pointe du doigt, je vois des ombres, des gens qui venaient. Lorsque ces personnes sont venues, je regarde pour voir là où il y avait l'ange, il a disparu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est d'où je me suis levé, je suis venu me mettre à côté de l'enfant, j'étais là et je vois des ombres qui viennent. Dans ces ombres qui viennent, j'ai reconnu ma tante, celle qui était à la maison, avec ma grande sœur. J'ai reconnu mon oncle, le mari de ma tante. Il y avait des parents qui, depuis des années, étaient au village que je n'avais pas revu, mais ils étaient là. Et ils sont venus, ils étaient en train de pousser ma grande sœur comme pour lui dire, écoute, tu nous as beaucoup promis, on est fatigué, maintenant ta maman a accouché, il est temps que tu viennes nous rembourser la dette que tu nous dois. C'est à cet instant, en écoutant ces paroles, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Donc le truc c'est quoi? C'est que mystiquement ils ont initié ma grande sœur et tout ça et ils lui ont donné la chair humaine et voilà, quand ma mère a accouché c'était le moyen pour elle en sacrifiant ma petite sœur de leur rembourser et j'ai compris ça. Et c'est d'où je suis venu me placer devant ma petite sœur la dernière née et je dis mais attends, elle ne vous doit rien,
Cet enfant-là ne vous appartient pas, c'est l'enfant de ma mère. Si celle qui vous doit vous rembourser, qu'elle vous rembourse avec ses enfants, avec ceux qu'elle a, mais tout sauf ma petite sœur. Donc, pendant qu'on parlait, il y avait un monsieur, il était assis, il était au fond. J'ai senti comme une force en lui. C'était lui le chef du groupe, mais il ne parlait pas. Donc quand j'étais en train de leur dire personne ne va toucher, tout le reste, il y avait des oncles. Il y a un de mes oncles qui était derrière, il m'a reconnu, j'ai vu son visage. Donc il s'est mis derrière, il s'est un peu éclipsé pour ne pas, je perçois bien. Mais malgré ça, j'avais déjà tout vu. Et ce monsieur-là, il était derrière le chef de la bande. Donc quand je disais que personne ne vient ici et tout le reste, c'est dit, mais vous discutez même avec qui? Il est en train de nous perdre le temps, c'est un gamin. Faites ce qu'on est venu faire et on sort d'ici. C'est là que je dis, personne ici ne va toucher à cet enfant d'MG. Quand je parle comme ça, ils prennent ma grande sœur et disent, ok, comme d'abord c'est toi qui le dois, lève-toi avant de prendre. Ils l'ont pris, ils l'ont poussé. En la poussant vers moi, je lui ai donné une claque, elle est tombée. Donc quand j'ai donné la claque en tournant le bras, deux de ces gars-là sont venus, ils ont commencé à me tabasser et tout le reste. Et je me suis couvert le pied, le visage pour ne pas qu'il me touche. Donc pendant que j'étais accroupi comme ça, le chef de la bande est venu, celui qui est venu vers moi, il a commencé à me taper. Il dit, tu te crois même pour qui? Donc lorsqu'il a voulu me taper le pied sur le visage, j'ai pris son pied, j'ai tourné et j'ai senti comment depuis la cheville au genou jusqu'au hanche, tout s'est cassé. En se cassant, il est tombé. Il a commencé à dire, waouh, waouh, je ne peux plus marcher, il m'a brisé le rein, un truc et tout. C'est d'où je me suis levé. J'ai dit, je vous ai répété que personne ici ne va toucher à cet enfant. Donc en parlant comme ça, ils ont changé de langue, ils ont maintenant commencé à parler dans une autre langue que je ne comprenais pas. Et subitement, il y a une lumière qui est apparue, la lumière de l'ange que j'ai vue, et de là, je me suis réveillé. En me réveillant, il faisait déjà 3 heures du matin. J'ai dit, waouh. J'ai dormi. Mais malgré ça, dans le sommeil, j'avais que cette pensée dans la tête. Et je t'assure que j'étais là en train de réfléchir. Le matin à 6 heures, c'est d'où je me lève et je vais dans la chambre. En allant dans la chambre, je vois maintenant ma tante et ma grande sœur qui étaient là en train de passer, vouloir venir m'approcher pour me demander de ne pas raconter cette histoire. C'est là que j'ai dit non, moi je veux raconter, je suis pas... J'ai compris quoi. C'est là que j'ai dit non, c'est ce dont vous êtes venu faire. Vous venez à la maison avec le semblant de venir garder maman, lui faire le massage parce qu'elle vient d'accoucher. Mais donc votre plan c'était venir sacrifier l'enfant. J'ai dit non, je vais pas fermer la bouche. Je vais raconter cette histoire. Elles sont sorties. En m'attendant dans l'instant, dans l'immédiat, elle a pris ses affaires, elle a disparu, elle est partie. Ma grande sœur était en train de tourner, voulant me convaincre de ne pas raconter cette histoire. Mais j'ai dit non. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit viens, je vais te raconter quelque chose. Elle m'a dit non, c'est toujours comme ça, tu veux pas, quand tu veux pas aller à l'école, tu fais telle ou telle chose, tu fais semblant d'inventer des arguments. J'ai dit je n'invente aucun argument. L'histoire que je te raconte, je vais te la raconter telle comme je l'ai vécue dans la nuit. C'est d'où j'ai commencé à lui raconter qu'écoute, cette nuit, voilà ce qui a eu à se passer. Et dans les songes, j'ai vu tel monsieur, telle personne qui sont venus pour faire telle ou telle chose. Elle me dit, tu es sûr? J'ai dit oui. La preuve en est qu'il y a un monsieur que j'ai cassé la jambe. Ce monsieur-là ne pourra pas marcher. Si tu penses que je mange, je t'assure que tu vas. Au moment où j'étais en train de lui raconter l'histoire, son téléphone sonne. On l'annonce à l'instant même, pendant qu'on était en train de parler, on lui dit non, il y a ton oncle qui vient de décéder, il est au village, il est parti au champ, et pendant qu'il est en train de couper le bois, il y a un arbre qui est tombé sur son pied, le pied s'est cassé et il est mort à l'instant. Et le monsieur là, je lui avais déjà donné l'identité, j'avais révélé tout. Donc c'est là, au lieu de pleurer, commencer à être triste, elle a dit, je sais ce qui a eu à se passer, je connais tout, tu vois. Et c'est là où on a attrapé ma grande soeur, on a commencé à lui demander de parler. Ma tante avait déjà disparu et tout le truc. Donc, pour ne plus tirer long, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons dans nos familles, il y a, on va dire ça comment? Il y a des sorciers, il y a des vampires, il y a des magiciens, il y a des personnes. Et lorsque une femme accouche, il y a des parents qui viennent de part et autre pour venir accompagner la femme qui vient d'accoucher avec ce prétexte que on va lui masser, on va l'accompagner, on va la soutenir. Mais faisons parfois attention à cela. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui vient avec des bonnes intentions. Et quand tu ne connais pas l'identité spirituelle de quelqu'un, ne laisse pas que cette personne vienne. Bon, heureusement que c'était déjà presque fini. Merci beaucoup pour l'histoire, Franck. Allô, bonsoir. Allô.
Bonsoir, oui. Oui. J'ai une histoire à raconter. Ça fait cette année, je me rappelle plus l'année, je pense que c'était en 2011 à Douala. Parce que moi je suis Camerounais j'ai grandi à Douala. Je faisais cette année, en 2011, je faisais la classe de 4e. Et on nous a remis les bulletins en fin d'année. Et j'avais pas réussi en fait. Non, j'avais eu dans les 9,80. Alors mon père a voulu me fouetter. C'est comme ça que je sors de la maison pour ne pas qu'il me fouette. Je vais me balader, je vais en Dokoti. Il était environ déjà dans les trucs de 22 heures. Je savais pas où aller. Donc, entre-temps, la sœur de mon père, elle habitait à Akwa, au niveau de la Texaco Ngodi, oui. Donc, je voulais aller chez ma tante, mais je savais que à cette heure, certainement, mon père est là-bas. Il est sûr que je vais venir là-bas. Donc, j'attendais dans les environs de 1h, 2h du matin pour aller toquer et lui expliquer le problème. Donc, je m'assois. Juste, il y avait des boutiques à l'époque, je ne sais pas si c'est encore là. Il y avait des quincailleries, des boutiques juste en bas de son immeuble. Je suis assis. Il était environ déjà 1h du matin. Une jeune fille arrive, bien dodue, avec des fesses, des seins. Elle approche, j'étais assis, juste, je sais pas si vous pouvez comprendre, il y a des petits balcons, donc je me suis assis au-dessus. Là, j'étais assis là, elle se déshabille devant moi. Elle se met à uriner. J'étais petit, j'avais à peine 16 ans ou 14 ans. J'avais jamais vu une femme nue. J'étais dépassé. Et puis, elle me tire par le bras. Elle me dit, viens mon petit. Je dis oui. Tu as déjà eu à faire l'amour un jour? Je dis non. J'étais émerveillé, tu sais, quand tu es jeune, tu n'as jamais vu une femme nue, tout ça. Enfin, je vais avoir mes rapports sexuels, tout ça. J'étais encore gamin. Elle me dit, viens, je vais t'apprendre des bonnes choses. Elle me donne son sac. Elle me dit, tiens le sac. Dans son sac, il y avait beaucoup d'argent, des liasses d'argent. Beaucoup d'argent, les sacs des femmes. À l'époque, il y avait un Nokia clapet, c'était les téléphones de l'époque qui étaient en vogue. Elle me remet ses téléphones et son sac. Elle me dit, est-ce que tu connais l'immeuble Sapeur? Je dis oui, mais l'immeuble Sapeur, c'était juste en face dont tu traversais la route. Je lui dis, ouais, mais voilà l'immeuble Sapeur. Elle dit, non, viens, accompagne-moi. Je dis, ok. Après, elle me dit, accompagne-moi, et puis après, on va aller au Sinac, et puis on va aller chez moi. Moi, je ne savais pas ce que les Sinac. C'est qu'est-ce qu'on appelle un Sinac. Moi, j'étais un enfant de la barrière, donc j'ai toujours grandi à la maison. Même le Sinac, je ne connaissais pas. J'étais tellement content. Et puis, son téléphone commence à sonner. Son téléphone sonne, elle décroche. Elle dit, je suis déjà avec lui, j'arrive. Bon. Moi, je ne comprends rien, j'étais naïf. Moi, je m'en foutais. Tout ce que moi, je voulais, c'était coucher avec la fille en question. Donc, je ne comprenais toujours rien. On ne fait que tourner dans Aqua, on ne fait que tourner. Je lui dis, mais finalement, on ne part pas chez toi ni au Sinac. Elle me dit, attends un peu, son téléphone ne fait que sonner. Elle dit, je lui dis, j'arrive dans quelques minutes, je suis avec lui. Finalement, on arrive devant l'immeuble Sapeur. Et elle essaie d'ouvrir une porte. Et en face de la porte où elle essaie d'ouvrir, il y a une boutique. Il y a un monsieur qui est couché. Les Maguida qui gardent les boutiques là. Il est couché là au sol devant la boutique. Et il me fait comme ça du doigt. Donc il me fait du doigt, n'entre pas. Moi je ne comprends pas. Okay. C'est là que ma réflexion commence à venir. Il me fait comme ça du doigt, n'entre pas. Elle ne voit pas parce qu'elle a le dos tourné, elle a envie d'ouvrir la porte. Il me fait comme ça, n'entre pas, avec le doigt. Finalement, moi je m'en fous de lui. Moi, tout ce qui m'intéressait ce jour-là, c'est que je vais avoir les rapports avec la femme. Finalement, elle ouvre la porte. Je vous jure, si ce jour j'avais vu la lumière allumée dans la chambre, dans cette porte-là, j'ancrais. Il y avait un noir total. Elle me dit, vas-y, entre. Je dis, non, attends. Mais tu m'as dit que tu as un rendez-vous, après on part chez toi. Comment tu me dis d'ancrer? Et en plus, il fait noir. Elle me dit, non, je t'ai remis mon sac, je t'ai donné mes téléphones, de quoi tu as peur? Ancre, et puis je te suis. C'est là que je dis, non, là, je ne peux pas ancrer. Je jette le sac et... je jette son sac et les téléphones, je me mets à courir. Pour ancrer vers Ndokoti. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Cameroun. Je me mets à courir comme si je rentre dans Ndokoti. Et un taxi commence à me suivre.
Au niveau de, je sais pas si c'est, je connais plus, on appelle là-bas le camp où on vend beaucoup de voitures là. Je connais plus, il y a des garagistes, je connais plus vraiment le nom, comment on appelle cet endroit au Cameroun. Il y a souvent des bordels là. C'est là que je me suis arrêté. Comme il y avait passé, c'était presque vide. Donc je me suis arrêté au niveau des bordels, je me suis assis là. C'est que les gens me disent, mon petit, il y a quoi? Je dis que non, on essaie de... Il y a des gens qui me suivent. C'est comme ça qu'ils sont passés. C'est comme ça que je sais pas si ce jour ils voulaient m'enlever, je sais vraiment pas. Le gars qui ne connaît pas l'endroit, il y a les bordels, les autres dans les commentaires, quand il y a passé. Donc tu connais les bordels là-bas, Edouard là. Vraiment, comme on sait. Voilà, le camp Yaba, c'est exactement où on vend des pièces détachées de voitures à côté de Buka. Ça fait longtemps. Non, elle connaît quand même. Ok. Donc c'était un peu ça votre histoire. Donc c'est pour dire aux gens qu'il ne faut pas être naïf. Quand tu es petit, c'est pas bien de laisser les enfants dehors très tard dans la nuit. Donc c'était un peu ça mon histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Gérard. Je vous en prie. Sinon, après ça, tu as fait combien de temps avant de découvrir ton truc la première fois? Ah, mais ça fait en 2000, la première fois, après c'était en 2015, 2016. Mais là, c'était avec une petite amie, c'est ma petite amie. Ah. C'était en 2015-2016. Finalement. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Il dit que non, mais il dit que je ne connais plus vraiment l'endroit là. C'est après Akwala, il y a un secteur là où il y a les bordels. Donc c'est dans quand il y a Bassi. Ah, encore. Mon frère, c'est dans ton CV. C'est dans ton CV qu'il y a l'endroit là. C'est comment? Quand une fois, sans bégayer. Bonsoir Ange. Bonsoir DMJ. Ouh, enfin, je t'ai cherché. Toujours je cherche le live de DMJ. Je ne vois jamais. Mais c'est aujourd'hui, je suis tombée dessus. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir la famille. Partagez, commentez, likez. Ouf, DMJ. J'espère que ça va chez toi. En tout cas, ton visage le prouve déjà. Voilà. Comme ça. Il y a beaucoup de bruit derrière toi. Ah, ok. Bon, je suis arrêtée devant la cour. Il y a trop de bruit dedans. Les enfants, tout ça. DMJ, je vais raconter mon histoire. D'accord. Voilà. J'étais encore plus jeune, entre 19 ans, 18 ans par là. J'étais allée rendre visite à ma maman dans une ville. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis allée rendre visite à ma maman dans une autre ville, à l'intérieur. Et à mon retour, il y avait mon petit ami dans l'autre ville, en fait. J'étais là-bas avec lui, mais moi, je suis allée voir ma maman. Mais je devais venir à Abidjan pour aller terminer mes vacances à Abidjan. Et il m'a dit de descendre là où il était avant de venir à Abidjan. Je dis ok, j'étais avec ma grande soeur. Je confie mes bagages à ma grande soeur arrivée parce que il ne se faisait pas tard. Si je descendais, mes parents étaient dans la ville, ils allaient me voir et ça allait envoyer des problèmes. Donc moi, je lui ai dit, bon, je vais descendre dans le village qu'on trouve avant d'arriver en ville. Comme ça, tu vas venir me chercher après à moto puisqu'il avait une moto. Il me dit, ok, pas de problème, il faut m'attendre là-bas. Je descends. Quand le cas arrive, je dis, je descends. Moi, je suis restée là-bas à 17h. Je l'appelle, ah mais j'espère que tu as commencé à quitter là-bas parce qu'il commence à se faire tard. Il dit non. 18h, je suis arrêtée, j'attends. Je ne le vois pas. Et maintenant, quand je l'appelle, il me dit, il faut te débrouiller, tu vas venir. DMG. Je n'avais rien sur moi, je n'avais pas d'argent. Ça veut dire quand je venais, maman m'a dit, mais attends, après tu vas partir. Je n'ai pas dit non, je m'en vais parce que lui m'a dit de venir. Par amour pour lui, je n'ai pas écouté ma maman. Puis je suis venue. Je n'avais pas d'argent. Quand il a vu qu'il était aux environs de 18h, 19h par là, et il a refusé de venir me chercher. Bon, j'ai jugé bon de commencer à marcher un peu pour partir. Parce que je n'avais pas de transport. Dès que j'ai pris la route, j'ai commencé à marcher un peu. Je ne voulais pas prendre le risque aussi de me faire voir parce que mes parents étaient un peu trop sévères. Je ne voulais pas prendre le risque de me faire voir. Donc j'ai décidé peut-être de prendre des raccourcis pour aller me retrouver au corridor de la ville en question. J'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait avoir un petit raccourci ici. Le monsieur m'a indiqué le chemin. Il dit, ah, tu passes ici, tu vas aller sortir devant là-bas. C'est pas loin du corridor. J'ai commencé à marcher.
marcher DMG. Je marche, je ne vois plus le goudron. Il fait noir, je suis seul dans la brousse. Il marche. Je pense bien qu'il était aux environs de 20 heures par là. Je me retrouve dans un cimetière, en train de marcher. Mais bizarrement, je n'ai pas eu peur. J'ai traversé le cimetière seul, la nuit à 20 heures. Et puis, je marchais. Puis un coup, je me suis retrouvé au goudron. Dès qu'il arrive au goudron, tous ceux qui passaient là, quand ils me voient, ils fuient. Ils ont peur, ils se disent, parce que les gens savaient qu'il y avait un cimetière là-bas. C'est moi, ils ne savaient pas, puisque je suis un habitué du coin. Tous ceux qui me croisent fuient. Ils ne savent pas, il y a quoi. J'ai marché un peu, j'arrive au corridor. En même temps, quand je suis arrivé au corridor, il était presque, peut-être, disons 23 heures, en tout cas 22 heures passées. J'arrive au corridor, je vois une voiture, disons une voiture. En même temps, la voiture gagne. Ah, tu vas où? Il dit, je vais en ville. Viens monter, on va partir. Ah, si tu me ratais là, tu n'allais plus avoir voiture. Hein. Il dit, ah, merci beaucoup. Il me descend quelque part. Je passe encore dans le noir. Je suis parti chez une petite amie en question. Nous sommes restés là. Et comme il suffit. Bon, quand il me dit de venir, déjà tout le monde sait pourquoi il me dit de venir. On était là, la nuit, on a commencé les affaires. Et puis un coup, j'étais là et puis j'ai eu soif. J'ai dit, ah, je veux boire l'eau. Quand je me suis levé, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Quand j'ai perdu connaissance, maintenant je vois le film de mon trajet. J'ai dit, quand j'étais dans le cimetière, je n'ai pas eu peur parce que je n'étais pas seule. DMG, je me revois dans le cimetière en train de traverser le cimetière, mais accompagné de quelqu'un, un monsieur. Et quand je suis sortie, quand je suis arrivée au corridor, c'est le même monsieur qui était dans le taxi là, qui est venu me prendre dans le véhicule pour aller me descendre où je partais. Je suis restée là, j'ai perdu connaissance, il a commencé à crier, je suis revenue à moi. Je me suis dit que il voulait me faire voir que je n'étais pas seule quand j'étais dans le cimetière et que c'est lui qui m'avait accompagnée à la maison. Depuis ce jour, depuis ce jour, je ne sais pas si je vais dire ce monsieur ou bien cette personne, mais c'est cette chose qui m'a accompagnée dans le cimetière fait partie désormais de ma vie. Je ne sais pas comment les gens appellent ça, d'autres appellent ça esprit, mari de nuit, quoi, je ne sais pas. Mais DMG, ça me fatigue. Ça veut dire maintenant, quand je suis là, je ne dors pas. Il suffit que peut-être je sois seule dans un endroit où je sais peut-être de fermer les yeux. Quand je somnole net, il vient. Il commence à me faire l'amour partout. Même quand je vais voir mon petit ami, souvent mon petit ami me réveille, il me dit que tu es couché à côté de moi et puis tu gémis. Depuis mes 19 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je n'arrive pas à avoir de relation stable. Ça veut dire quoi? Je peux être avec un homme, on est là, ça va. Mais quand il parle de mariage, ou bien quand je parle de mariage, c'est fini, on ne s'entend plus. Ou bien quand je suis avec lui, tant que le monsieur m'aime, il n'y a pas de problème. Mais quand moi je commence à aimer le monsieur, on va toujours se discuter jusqu'à ce qu'on se sépare. Franchement dit, j'en souffre et je suis fatiguée. Je veux faire ma vie comme une personne normale. Je veux me marier et faire mes enfants. Mais je n'arrive pas. Parce que je ne peux pas dire qu'il m'a mariée spirituellement, mais chaque fois quand je rêve, dans le rêve, là, depuis le jour qu'on s'est croisés là-bas, quand je suis couchée, il vient dans le rêve, il me dit qu'on doit se marier, lui et moi. Mais toujours dans le rêve, moi, je refuse le mariage. Je refuse à chaque fois. Souvent, je m'habille même, je suis déjà en robe, lui, il est là. Quand j'arrive, il est arrêté là, il m'attend. Quand on dit, bon, les mariés approchés, je me réveille. Et à chaque fois, c'est comme ça. Souvent, je fais des rêves où il vient, il possède mon corps, il m'envoie dans l'eau. Je me retrouve dans la mer là-bas. Au fait, je viens raconter mon histoire aujourd'hui parce que j'ai besoin de délivrance.
s'il y a quelqu'un Ah, ça. qui peut m'aider d'une quelconque manière, j'ai vraiment besoin d'aide, DMG. Je suis fatiguée, j'en souffre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand tu me vois, c'est pas que je suis jolie. Mais quand les gens me voient dans la rue, oh, elle est jolie. Mais moi, quand je me mis, je ne vois pas cette beauté. Et je sais que c'est lui qui fait ça. Mais avec tout ça, on me dit, oh, mais ton mari a de la chance. Pareil. Donc, un homme m'approche, il me parle de mariage. Après, on ne peut pas marcher. Je me retrouve comme ça de relation en relation. À chaque fois, en train de reprendre ma vie. Je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide. Bon. Bon. Mais on demande, tu as déjà les enfants quand même? J'ai un enfant, mais je l'ai eu difficilement. Quand j'ai fait ma grossesse au début, j'ai fait 3 mois, on me dit qu'il n'y a pas d'embryon, œuf non embryonné, on doit enlever la grossesse. J'ai refusé. Je suis rentrée dans la prière, je priais. Après 3 mois, c'est après 3 mois que l'embryon est venu. Et j'ai fait 11 mois de grossesse, je n'ai jamais eu mal au ventre un jour. Et depuis que j'ai pris ma grossesse, l'auteur de ma grossesse et moi, on ne s'est plus jamais entendu jusqu'à ce qu'on se sépare. Et même dans ma grossesse, il venait me faire l'amour dans ma grossesse. Tout au long de mes 11 mois, presque 12 mois, je n'ai jamais eu l'envie d'un homme. Souvent, je ne dors pas, je me retrouve en train de m'asseoir seule net. Je suis couchée là et puis je me vois en train de faire. Et puis je me retrouve. Vous voyez, souvent, je suis réveillée et puis je continue de jouir. Excusez-moi du thème. Mes yeux sont ouverts et puis je jouis. Ça fait que maintenant, parce que tout le temps, allons se marier, moi je refuse le mariage. Je garde tous mes affaires, mes business, tout ce que j'entreprends, tout est voué à l'échec. Mon argent se dilapide. Quand je vais entreprendre quelque chose, ça ne va pas marcher. Je suis fatiguée. Je ne sais pas, par amour pour ce dernier, tu mises dans les problèmes. Si j'avais écouté ma maman, j'allais éviter tout ça. Wow. 9 mois de grossesse, et pardon, 11 Vraiment, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut faire quelque chose, n'hésitez pas à contacter Ange Tima. Et aussi, Ange, une question que toi aussi tu pries par rapport à ça. Il ne faut pas écouter tout le monde aussi et n'importe qui. Donc, je ne sais pas si tu es chrétien ou tu es musulman, il faut te rapprocher de ton guide spirituel et puis en parler avec lui. Même le jour de mon accouchement, j'ai accouché difficilement, j'ai failli mourir. Je n'ai pas pu accoucher, j'arrive, on me dit il y a trop de plèvres, oh vraiment, j'ai dû faire une césarienne, mais la césarienne même s'est mal passée. Hein? J'ai souffert. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai sérieusement besoin d'aide. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir DMJ. Bonsoir, Laure. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Ça va au calme. DMJ, je suis montée sur ton live pour raconter l'histoire d'un ami que j'ai connu à Douala, un ami qui était très très riche. Comme je travaillais à l'époque, je travaillais la nuit. Et du coup, lui aussi, il gérait les casinos, les grands casinos là et tout. Il gérait ça. Donc du coup, on se rencontrait souvent avec les copines et tout ça. On faisait la fête et tout le temps, c'était lui qui payait. Il payait tout ce qu'on avait besoin. Il payait avec son argent. Donc, un jour, il nous a invités et tout. Il nous a payé à boire, à manger. On était avec des copines, des amis, on faisait la fête. Et lui, il était avec nous.
Et chaque fois qu'on faisait la fête, il se mettait toujours à côté et tout. Il nous regardait faire la fête et tout. Et un jour comme ça, je ne sais même pas ce qui s'est passé. On était en train de faire la fête. J'avais un peu bu. Mais je n'étais pas bourrée en fait. Je m'étais mise un peu de côté, question de souffler un peu et tout ça. Il est venu à côté de moi. Parce que j'étais vraiment retirée du troupeau, quoi, des autres. J'étais retirée, je m'étais mise à côté. Il est venu à côté de moi. Et ce monsieur, je tiens à préciser qu'il n'était pas africain, il n'était pas camerounais. Mais il vivait au Cameroun, il avait ses business là-bas. Donc il est venu à côté de moi. Et vu qu'on s'entendait très bien et tout, il aimait bien causer avec moi. Donc je me suis dit que peut-être ce jour-là, il s'est dit que j'étais peut-être bourrée, peut-être je ne devais pas retenir ce qu'il devait me dire. Mais ce jour-là, il m'a parlé, franchement, j'ai eu froid au dos. Il est venu à côté de moi, il m'a dit « Laure, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Après, il m'a dit « Laure, j'ai vraiment envie de te parler. » Je lui ai dit « Vas-y, je t'écoute. » Il m'a dit chaque fois quand on fait la fête et tout, tu n'as pas remarqué, c'est moi je paye tout. J'ai dit oui, tu payes tout. Il me dit tout ce que vous voulez manger, c'est moi je paye. Il dit oui, c'est toi tu payes. Il dit même si vous voulez quoi, je paye, non? J'ai dit oui. Il dit regarde la table, il y a tout genre de nourriture là. J'ai dit oui, il y a tout genre de nourriture et tout. Vous mangez, vous êtes bien. J'ai dit oui, on est bien, on s'amuse, on s'éclate. Après, il me dit, toi, tu n'as pas remarqué quelque chose? J'ai dit, quoi? Il me dit, tu n'as pas remarqué que vous vous amusez, vous mangez bien, vous buvez bien. Et moi, je ne mange que du pain. Des fois, je mange que du pain sec avec de l'eau. C'est là où je me regresse comme ça. J'ai dit, ah oui, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, chaque fois tu manges du pain, tu manges jamais le poulet, tu manges jamais du poisson, tu as toujours ton pain et soit un verre d'eau, soit une bouteille d'eau. Il me dit, tu as remarqué ça? Je dis oui. Il me dit, Laure, moi je souffre, vous vivez bien avec mon argent de souffrance. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Il me dit, ça veut dire ce que tu as entendu là. Moi, je souffre et vous vivez bien avec mon argent de souffrance. Vous mangez ce que moi, je ne peux pas manger. Je dis, comment ça, tu ne peux pas manger ce que nous, on mange? Et pourtant, c'est toi qui achètes avec ton argent. Il dit, il a l'argent, il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Hein. Mais son argent, là, il ne peut pas le manger comme il veut. Il y a des choses qu'il ne peut pas manger. Il y a des choses il peut s'acheter n'importe quoi, mais il ne peut pas se nourrir comme tout le monde. Lui, ce qu'il doit manger, c'est que du pain avec de l'eau. Et aussi, il m'a dit, je souffre, j'ai l'argent, mais je souffre. Il dit, j'ai l'argent, mais je souffre. J'ai dit, mais explique-moi bien ton affaire, c'est parce que c'est un peu compliqué, je ne comprends pas. Il me dit, Laure, est-ce que tu sais qu'il y a même des jours dans la semaine où je suis appelée à manger mes excréments? J'ai dit, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, c'est pas possible. En fait, le petit alcool que j'avais bu ce jour-là était fini dans mes yeux. Je l'ai regardé comme ça. Mais le monsieur, il était vraiment mal. J'ai senti en lui une souffrance atroce. Il s'est mis à pleurer devant moi. Il me dit, Laure, j'ai l'argent. Mon argent, c'est pour nourrir les autres. C'est pour voir les autres s'amuser. Et moi-même, je ne mange pas normalement. Je mange que de la merde. Après, tellement j'étais choquée, j'étais même dépassée. J'étais dépassée, j'étais glacée d'entendre ça. Après, j'ai quand même eu mon courage, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour te retrouver dans cette merde-là? Parce que moi, je ne me vois pas
en train d'avoir de l'argent et ne pas être bien, quoi. Et ne pas pouvoir bien manger. Il m'a dit, c'est compliqué. Il a commencé à me raconter, il me dit, c'est compliqué. Et tout, je lui dis, mais c'est compliqué, comment tu as fait pour te retrouver dans ça? C'est où il me dit, c'est son frère, lui ne voulait pas, dès le départ, il ne voulait pas. Son frère lui a proposé d'intégrer, je pense que c'était une secte. Son frère lui avait proposé d'intégrer la secte et tout, pour avoir l'argent et tout. Et lui, il ne voulait pas. Il avait dit à son frère qu'il n'était pas intéressé et tout. Mais son frère a réussi à le convaincre. Et aujourd'hui, il a l'argent. Il peut s'acheter ce qu'il veut, hein, mais il peut pas... En fait, il avait l'argent, mais il n'était pas heureux. Il avait l'argent, il ne profitait pas de son argent. Il mangeait pas ce qu'il voulait. Il mangeait que de la merde. Non seulement il mangeait de la merde, il se nourrissait pas comme nous. Et lui, son argent, comment il le dépensait? Il le dépensait en payant les choses pour les autres. Et ça lui fatiguait, ça le rendait triste, malheureux. Il était décru, le monsieur. Hein. Dès qu'il m'a raconté ça, mais franchement, j'étais dépassée. J'ai pris mon sac. Je suis sortie de la salle où on faisait la fête. Je suis rentrée chez moi. J'étais dépassée. Je n'ai même pas eu le courage même de raconter ça à quelqu'un. Mais après, quand même, j'ai quand même demandé après lui et tout ça. On m'a dit non, il n'est plus là, il a quitté le Cameroun, il est reparti dans son pays, c'est monté, c'est descendu. Mais ce qui m'avait choqué, c'était que c'était un monsieur vraiment très très gentil. En fait, il était vraiment gentil, il aidait beaucoup de gens. Mais d'une part aussi, il n'avait pas le choix. Parce que son argent là, lui-même ne pouvait pas manger son argent. Donc, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. J'ai compris que ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent si toi-même tu ne peux pas être bien avec ton argent. Tu vois un peu d'MG. Et mon ami là, vraiment, il était très très gentil. Il était vraiment gentil. Hein. Mais il souffrait. Je ne sais pas s'il est mort, s'il vit, où il est, je ne sais même pas. Il est porté disparu comme ça. Il est porté disparu. Il dit le jour où il va manger comme nous, il va mourir. Il dit le jour où il va manger le poisson braisé ou bien s'asseoir comme nous on mangeait là et tout ça, rire comme nous on fait là, il va mourir. Et pourtant il a l'argent, il est riche. Le pauvre pense qu'il est pauvre, alors que le pauvre n'est pas pauvre. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont tellement pauvres, qui sont vidés. Wow. En fait, cette histoire ça m'avait fait mal au cœur, en fait. Ça m'avait tellement fait mal et il avait pleuré comme un enfant, pleuré comme un gamin. Je ne pouvais même pas le calmer. J'arrivais même pas. Je disais seulement que mon frère, pardon, parce que tu vas attirer l'attention des autres, comment tu vas expliquer ça aux autres? Tout le monde va savoir. Il dit non, il n'en peut plus, il veut finir avec ses jours. Il veut. Je lui dis, mon frère, pardon, calme-toi. Moi, je ne sais même pas comment moi je peux t'aider ici. À part seulement que je peux seulement prendre mes pieds, partir, arrêter de faire la fête, arrêter de manger le poisson et le poulet. Parce que toi, tu payes, moi, je mange. Ça, c'est grave quand même. D'accord, merci beaucoup. Deux fois même, il avait l'argent comme ça, là. Tellement, il ne savait même plus quoi faire de son argent. Il partageait comme ça. Lui, il ne savait plus comment faire. Lui-même, il ne peut pas manger. Il vous donne, il vous donne, il vous donne. Il vous paye à manger, il vous paye à manger. Après, il ne sait plus quoi faire. Il commence à partager.
Il souffre comme ça. D'accord, on va prendre une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord. Merci dans les commentaires. Bonsoir, Vitamine. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Allô? Allô? Oui, bonsoir, DMG. Donc, du coup, en suivant l'histoire des autres sœurs, donc, je me suis dit, pour une fois, je vais raconter ce qui m'est arrivé. Déjà, je suis camerounaise, donc de Yaoundé. Et je me rappelle, il y a des années, quand j'ai eu mon bac, mais des années en arrière, hein, vraiment des années en arrière. Quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrite à... Peut-être tout le monde peut connaître cette école de formation à l'IAI Cameroun. Et du coup, je faisais ma formation. C'était même pas... Allô? Bon, après, non, je prononce pas le nom de la personne de toute façon. L'école, bon, tout le monde entend cette école. Bon, j'étais là-bas. Et comme tous les matins, tous les après-midi, il fallait stopper mon taxi pour rentrer et tout. Et chaque fois, là, quand je sortais au niveau d'une grande station qui était en haut, je m'arrêtais tout le temps là pour stopper mon taxi. Et toujours, il y avait une voiture, un monsieur qui passait toujours. Il s'arrêtait, il me demandait s'il pouvait me déposer dans mon quartier et tout. Pendant pratiquement 3 mois, je refusais parce que j'avais tout simplement peur de lui. Et quand je rentrais à l'école en formation le lendemain, je parlais avec les amis et tout. Et un jour, il y a une courageuse qui m'a dit, ben, s'il vient, cette fois-ci, on va partir à 2. Si tu as peur de lui, on va partir à 2. Comme ça, il va nous déposer toutes les 2 au même endroit. Donc, on dépose cet ami à moi dans mon quartier. Et du coup, subitement, donc, il paraît, il connaissait déjà mes horaires de sortie et tout. Et du coup, j'arrive toujours au même endroit. On stoppe le taxi, mine de rien. Je vois encore la grosse voiture qui vient, qui gare. J'ai peur, je dis à cette amie, non, moi je rentre pas, moi j'ai peur. Elle me dit, viens, on rentre. Il me dit, vous partez où? Je donne le nom de mon quartier. On arrive, il nous propose si on voulait prendre quelque chose en cours de route, boire quelque chose. C'est ma camarade à moi qui dit oui. On s'arrête quelque part là sur le même chemin le long, on prend un pot tout chacune. Après, il nous dépose normalement dans le quartier et on se change les numéros. Mais je connaissais déjà qui était cette personne. Je connaissais très bien qui était cette personne quand je suis rentrée dans sa voiture. Tout le monde même, ceux qui sont des Camerounais peuvent même le connaître. Et du coup, 2-3 fois pendant une semaine, c'était très tranquille et tout. Et la peur est partie. Quand la peur est partie, je m'étais sentie à l'aise, je n'avais même plus peur de lui. C'était un peu le genre, quand je partais à son bureau, en sortant, j'avais mon enveloppe d'argent et tout. J'étais contente. Et un jour, il me dit, est-ce qu'on peut se retrouver à tel endroit à Yaoundé? Bon, je vais donner le nom, mais après, c'est juste le nom. Ceux qui connaissent Yaoundé, vous voyez le boulevard de Vermeer. Derrière, il y a une boîte de nuit. On l'appelle Arizona Night Club. Maman, il dit donc, à cet endroit... c'est pas bon. Oh, pardon, désolé. Donc, à cet endroit, du coup, puisque je partais souvent là-bas, je faisais la fête. Du coup, il me dit... il faut qu'on se voie là-bas à partir de 20h. J'ai dit, mais des boîtes de nuit ici, c'est à 20h, non, les gens ne sont pas encore dans des boîtes de nuit. Forcément, si c'était peut-être à partir de 22h30, 20h, 23h, c'est où les gens ils vont en boîte. Ok, d'accord. J'ai dit, bon. Après je pose la question, non, tu me demandes de venir en boîte de nuit vers 20h et autres, il n'y a pas encore des gens. Il me dit, mais non, ne t'inquiète pas, nous, parce qu'on ne veut pas se faire remarquer, donc entre nous, des personnes un peu
qui sont pas comme les autres. On préfère se retrouver là-bas tranquillement avec nos copines et tout. Et avant que du monde arrive, comme ça, nous on serait déjà partis. Je dis, mais c'est bizarre. Bon, ça me dérange pas. Je me prépare bien et tout. Il envoie son chauffeur venir me chercher. Il avait 2 voitures. Lui, il a pris une autre voiture. Il s'est garé là-bas. Il était déjà là-bas. Et maintenant, il envoie un autre chauffeur venir me chercher. Le chauffeur qui vient me chercher, il me dépose. Il s'en va. Je regarde, l'autre voiture est garée là devant. Et quand je regarde, il y en avait pratiquement 15 voitures qui étaient garées là dehors. Donc, j'ai compris que les 15 voitures, c'est réellement une petite minorité de personnes des gens bien qui veulent être tranquilles dans leur coin, sans toutefois se mélanger. Et quand j'arrive maintenant, c'est le barman qui était à l'entrée et l'un des vigiles qui était à l'entrée. Je leur pose la question, est-ce que M. Tang est déjà arrivé ici? Ils me disent, attends, on ne sait pas, on va regarder. Je dis, non, mais voilà sa voiture, forcément, il y est. Ils me disent, parfois, vous savez, c'est le chauffeur qui garde la voiture, mais lui-même, il n'est pas et tout. On va regarder, il s'en va, il regarde. Il me dit, ben, j'ai vu les gens, mais je ne sais pas s'il est là-dedans ou pas. J'appelle à son téléphone du 20h, j'arrive là à 20h, j'appelle à son téléphone, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Il est déjà 21h, donc j'ai déjà fait 1 heure sur place là devant. Et à l'époque, à cet endroit, il y avait ces petits clochards là qui traînent dans la nuit. Parfois, ils étaient très dangereux, drogués et tout, et ils poignardaient les gens. Je commence à avoir peur. Et du coup, je dis à ce vigile, bon, mais s'il sort ou s'il revient, dites-le lui que j'étais là et moi, je suis en train de partir. Et directement, le moment où je m'engage pour partir avec toute la peur, parce qu'il y avait déjà quelques petits clochards là qui étaient là, qui tournaient en rond à ce même endroit, mon téléphone qui sonne. Quand mon téléphone sonne, c'est lui qui me rappelle. Il me dit, ah ben viens, depuis je ne pouvais pas prendre ton appel parce que j'étais occupée. Viens, je lui dis, ben je viens, j'étais déjà là-bas, je ne t'ai pas vu, je viens, je fais comment? Il me dit, viens. Tu dis au vigile de t'accompagner à l'entrée, tu vas me trouver juste à l'entrée. Je refais demi-tour, je dis au vigile, mais il est là dedans, il a demandé que vous m'accompagniez. Le vigile m'accompagne à l'entrée. Net, il était à l'entrée principale au milieu, il m'attendait, j'arrive. Quand j'arrive, il me salue, il me dit ça va, je lui dis ça va très bien. On entre, mais je vois une table pleine, il y en avait de tout genre il y avait tout genre de vin, tout genre d'apéritifs, il y avait tout sur cette table. Mais dans cette salle, une grande boîte de nuit, mais il y en avait que environ 15 personnes. Et parmi les 15 personnes, il y en avait que 2 filles un peu bizarres en genre. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce sont les copines, elles viennent comme ça, elles sont comme si elles étaient chez elles à la maison, elles ne se sont même pas préparées pour une soirée entre amis, rien, comme si elles étaient dans leur maison. Je suis restée tranquille. Et puis après, les autres qui étaient en train de danser, qui ne m'ont pas vue quand je suis rentrée, ils finissent de danser, moi j'étais déjà assise et ils sont venus sur la même table et c'est lui qui me demande maintenant qu'est-ce que tu veux prendre, tu bois rien? Et comme ma mère nous disait souvent que dans ces milieux-là, si peut-être tu arrives de boire ne serait-ce qu'un verre de boisson, ça veut dire que tu es déjà dedans. Et du coup, c'est ça qui était plus dans ma tête. Je commence à avoir peur et tout. Je dis non, je ne bois pas. Il insiste, mais buvez, vous ne risquez rien. Je dis non, je ne bois pas. Après, il y a un qui arrive. Il me dit bonjour madame. Je dis bonjour. Vous venez de la part de qui? Vous venez de la part de qui? C'est qui votre parrain? Et à l'époque, je me rappelle, il y avait une série qui passait ou qu'on appelait Mokoyeur. Et du coup, je dis, attention, qui m'a parrainé ici? Déjà, quand on me demande, vous venez de la part de qui? Ça veut dire en quelque sorte que je suis déjà dans un cercle où il faut un parrain et tout.
C'est où je commence d'avoir peur. J'ai dit, moi je suis venue de la part de monsieur Tantantan. Ah, il me dit, bienvenue dans la famille. Je dis, ah, pas possible, je suis à un endroit qui n'est pas bien. Après, l'autre qui vient, il se prépare, il se présente, moi je suis le directeur de temps, moi je suis le député temps, moi je suis... Mais que ce milieu, moi en tant que petite étudiante, je me retrouve dans un milieu où il n'y a que des gens qui ne sont même pas à mon niveau. Et c'est où, après, c'est lui qui dit, dans 45 minutes, on doit partir d'ici. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'est des minutes qu'on comptait. Donc, ce qui m'a trop marqué, on arrive quelque part, mais seulement la personne qui te fait venir, lui, il commence à compter des minutes pour partir. J'entends dans 45 minutes, on doit partir d'ici. Et après, il se lève, il me dit, on va danser. Du coup, la peur s'est installée. Même danser, je n'ai pas dansé. Même bu, je n'ai pas bu. Mais les deux filles étaient toujours en train de faire semblant de danser. Et c'est comme ça, donc, il revient encore, il dit aux autres, il ne s'adressait pas à moi, hein, c'était aux autres qu'il disait. Après, il le dit, dans 30 minutes, on doit partir d'ici. Et je me rappelle en même temps d'une histoire où une amie qui disait, quand on commence de compter les minutes, peut-être ce sont les minutes on va vendre la personne ou livrer la personne. Et c'est comme ça donc que je prends vraiment peur. À l'époque, on avait des téléphones Motorola qui n'avaient pas, c'était pas un peu le genre avec caméra, vidéo, appel vidéo, non. Donc c'était des simples petits téléphones Motorola énormes comme tout. Je prends mon téléphone, je fais une fausse, donc je fais sonner une fausse sonnerie, comme si on m'appelait. Pourtant, pour moi, c'était c'était juste un moyen de partir, de me débarrasser. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, il ne faudrait pas que les 15 dernières minutes me trouvent dans cette pièce-là. Et c'est comme ça, donc, que quand il revient, il dit, dans 15 minutes, on va partir. Mais il disait aux autres, pas moi. Dans 15 minutes, il faut qu'on parte d'ici. Je me suis dit, 15 minutes, c'est trop juste pour moi de trouver un moyen de partir. Il faut maintenant que je parte d'ici. C'est comme ça donc que je fais cette fausse sonnerie à mon téléphone. Bon, comme ce sont les hommes, ils croyaient que c'est quelqu'un d'autre qui m'appelait. Il me dit, réponds. Je fais semblant de ne pas répondre. Je fais encore sonner quand il est un peu distrait. Il me dit, réponds. C'est où je prends maintenant le téléphone. Je réponds, je commence de crier au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Qui est tombé? Pourtant, c'était un moyen pour moi de partir. Il restait 10 minutes, je me suis levée, j'ai porté mon sac, j'ai tout mis dans mon sac et tout. Il me dit, attends, non, je vais te déposer à la maison, t'inquiète pas, je vais voir ça pour ton père. S'il y a un souci, de suite, on va aller à l'hôpital, je vais faire ci, je vais faire ça. Quand j'ai ramassé mon sac, j'étais seulement en train de mettre les choses dedans, vite fait, comme si j'étais pressée. C'est comme ça que je criais là-dedans, je pleurais, mais c'était des fausses pleurs. Et quand j'arrive juste à la sortie, il me suit. Et les autres, vu leur regard, ils étaient déçus. Un peu le genre comme dessus, elle est en train de partir. Et c'est comme ça que je descends l'escalier vite fait. Lui, il est là, il me suit vite fait. Et il fouille sa poche, il me sort 120 000. Il me donne les 120 000 même comme ça. Je prends quand même les 120 000. Je prends les 120 000, je mets dans mon sac à main. Il me dit, bon, mais tu n'as pas pu attendre, je te donne 120 000. S'il y a un souci pour ton père et tout, tu m'appelles, je serai présent et tout. Je dis, ok, oui, d'accord. Quand je sors, voilà encore ces petits clochards aussi qui m'attendent devant. Les clochards qui m'attendent devant, et directement, quand je les vois de loin, j'enlève tous mes bijoux en or, je cache dans mon soutien-gorge. Le petit argent que j'avais, les 120 €, je prends ça encore, je cache tout dans mon soutien-gorge, donc dans mon sac à main, il n'y a plus rien. J'arrive, les gars m'encerclent. Je suis en train de sortir pour monter maintenant du côté de Katios, là. Les gars m'encerclent. Il commence à me dire, oh, grande sœur, non, tu ne vas pas nous laisser comme ça,
Je dis, je ne vais pas vous laisser comme ça. Comment? Ils disent que non, ici on passe pas comme ça, il faut que tu nous donnes quelque chose, sinon on ne te laisse pas partir. Et c'est comme ça que je dis au gars, bon, mais je n'ai pas la petite monnaie, c'est qu'on va faire. On arrive, quand je vais stopper le taxi, dès que je stoppe le taxi, il me redonne 5000 francs, je vais vous donner. Les gars m'accompagnent maintenant jusque devant le Catius. Je stoppe le taxi. Dans ce taxi, il y avait 2 personnes. Je dis au taximan, déposez-moi dans tel quartier, j'ai tel montant, course. Il va déposer les autres gens qui étaient dans le taxi. Je dis non, ne les déposez pas. Moi, je rentre avec eux, avec ces personnes aux courses. Directement, je rentre. Quand je rentre dans le taxi, de suite, je ferme la porte. Je dis au taximan, démarre. Ce sont des bandits, ils veulent m'agresser. Donc, je n'ai rien donné à ces garçons. Je suis partie. Et le lendemain, j'ai suivi. C'est même pas que j'ai suivi à la télé, dans les chaînes de télévision et tout. Là, à ce parking-là, le serpent a envahi une fille. Le serpent a envahi une fille au point où on avait fermé. Et je me rappelle très bien, c'est vrai, cette boîte de nuit avait été fermée pendant plus d'un an. Plus d'un an. Juste parce qu'on avait trouvé une voiture où le serpent avait envahi une fille dans la voiture. Et cette histoire-là était passée en coulisses comme ça. Personne n'a rien dit. Donc, je me suis dit, j'ai échappé. Peut-être ça devait être moi et tout. Donc, j'ai échappé cette situation. Voilà, c'est la petite histoire que je voulais vous raconter. Ok, mais je vous souhaite une bonne soirée. D'accord, merci beaucoup. Merci. Non. D'accord, merci beaucoup. Il dit que le gars pensait qu'il avait trouvé le gibier. Alors que le gars va faire à Ramon Kota. Elle maman jusqu'à les voyous. Vraiment, elle a maman les voyous. C'est pas possible ça.